Des rugissements résonnant dans la savane, des oiseaux qui s'envolent dans le ciel et des chats qui se battent pour conserver leur position dominante. C'est la vie sauvage dans toute sa splendeur. Les hyènes se déchaînent, les suricates se cachent et les cerfs courent. Le vent secoue la crinière du roi du désert au milieu de la plaine. Le soleil brûlant transforme le sable en flammes. Et la nuit, le froid s'installe jusqu'aux os. Seuls les plus forts survivront. Dans ce lieu inhospitalier, la faune écrit chaque jour une nouvelle histoire. Il s'agit du désert du Kalahari, un royaume de sable situé en Afrique australe. Le Kalahari est une région de plus de 90 000 km² située entre les frontières du Botswana, de la Namibie et de l'Afrique du Sud. Avec une superficie de près d'1 million de km², le Kalahari est 4 fois plus grand que le Royaume-Uni. Kalahari signifie dans les langues indigènes locales « endroit sans eau ». Il est donc facile de deviner le relief et le climat de ce coin du monde. Les jours d'été, le soleil tape sur l'immensité du Kalahari, faisant grimper les températures jusqu'à 46 degrés Celsius, créant un véritable enfer sur Terre, où l'eau est plus un privilège qu'une ressource vitale. Bien que le Kalahari soit connu dans le monde entier comme une région désertique totalement dénudée, deux problèmes se posent. Le premier est qu'il s'agit en fait d'un semi-désert, car si les précipitations y sont faibles, des endroits comme le Sahara ou l'Atacama sont plus secs. Ces doses annuelles de pluie, qui se manifestent principalement sous forme d'orages pendant l'été, ne signifient pas du tout qu'il y a plus d'eau disponible en surface, car dès que le liquide vital tombe du ciel, il est absorbé par les sables qui n'en finissent pas de tomber. Le deuxième inconvénient de la croyance en un Kalahari désolé et désertique est que, contre toute attente, il abrite une faune parmi les plus riches et les plus fascinantes de la planète. Les plaines abritent plus de 400 espèces d'oiseaux, 92 espèces de reptiles, 31 espèces d'amphibiens et 85 espèces différentes de mammifères. Des minuscules rats siffleurs aux féroces oiseaux de proie en passant par les félins colossaux, la faune se présente sous une variété infinie de créatures dans cette région subtropicale pleine de défis. Chacune d'entre elles mène son propre combat pour la survie. Mais le règne animal n'est pas le seul à affronter les difficultés de cette savane sablonneuse. La flore parvient également à faire partie de cet écosystème étonnamment riche. La végétation indigène du Kalahari comprend des acacias, des épines de chameau, des arbres de berger et divers types d'herbes et de graminées. Mère Nature, le créateur ou l'architecte du monumental Kalahari, a fait preuve d'un peu de clémence et, au milieu des plaines arides, a créé un puissant affluent, l'Okavango. Il s'écoule directement dans le désert et constitue une source d'eau relativement constante. Il existe également des zones humides saisonnières qui, pendant la courte saison des pluies, qui ne dure pas plus de 4 mois, attirent de nombreux habitants assoiffés de la faune et de la flore du Kalahari. Ces zones humides sont un don d'eau vive pour des espèces qui n'ont plus depuis longtemps que le souvenir de ce liquide vital. Mais la nature n'est pas si généreuse dans le Kalahari. Si de nombreuses espèces viennent chercher une gorgée revitalisante, d'autres viennent chercher un plat principal pour le dîner. Parmi ces prédateurs à l'affût, qui voient dans les zones humides un piège idéal pour leur proie, figure l'animal terrestre le plus rapide de la planète. Un félin sauvage capable de courir jusqu'à 110 km/h dans les plaines. Le guépard.
Avec un corps moins robuste que celui des autres grands félins et un pelage jaune, court et profilé, parsemé de milliers de taches noires pour se camoufler dans les prairies, le guépard est le prédateur idéal dans un endroit comme le Kalahari. Bien que doté par l'évolution de capacités physiques inégalées, le guépard se révèle être bien plus qu'une bête sauvage lorsqu'il s'agit de chasser. Dans une région de la planète où les ressources sont limitées, comme le Kalahari, il est important de ne pas s'épuiser à chercher ses proies partout. C'est pourquoi ce félin planifie soigneusement chaque attaque. Les rares zones humides des plaines sèches du Kalahari sont les endroits idéaux pour trouver une bonne portion de viande afin de bien nourrir ce félin de 75 kg. Désespérément assoiffés, les gazelles, proies favorites du guépard, ignorent un instant leur position compromise dans la chaîne alimentaire et, grâce à leur sens aigu de la vue, sont tombées dans le collimateur du guépard. La stratégie de chasse du guépard est à la fois simple et efficace. Bon sprinter, le guépard ne court généralement pas sur de très longues distances. En effet, les distances qu'il parcourt habituellement pour chasser ses proies ne dépassent pas 200 mètres. C'est pourquoi il est nécessaire de bien planifier le moment où il utilisera toute cette vitesse. Le guépard essaie toujours de s'approcher le plus furtivement possible de sa proie, à une distance d'environ 60 à 70 mètres. En position à moitié accroupie, la tête sous les épaules, le guépard tente de profiter de la végétation pour rester caché. Lorsqu'il en voit l'opportunité, le félin entame une course de titan, accélérant de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes, directement vers sa proie qui s'enfuit, terrorisée, pour ne pas faire partie du menu de cet imposant prédateur du Kalahari. Les poursuites ne durent généralement pas plus d'une minute et se terminent lorsque le guépard balaie du pied sa proie qui tombe à grande vitesse, se brisant souvent les membres. Cette attaque des guépards diffère de celle des autres grands félins car, étant plus légers, ils ne sont pas en mesure d'abattre leur cible d'un seul coup de dent. Malheureusement pour ces félins, mais heureusement pour la plupart des espèces herbivores du Kalahari, le taux de réussite de la chasse du guépard dépasse à peine 40% et il est assez inefficace. Lorsqu'une poursuite dure plus d'une minute, le fait de courir à une vitesse aussi élevée provoque chez le guépard un excès de chaleur corporelle qui lui permet d'atteindre une température de 41 degrés Celsius. Dans le Kalahari, qui n'est pas exactement l'un des endroits les plus frais de la planète, une poursuite ratée et une chaleur excessive peuvent être oppressantes. En plus de devoir mettre de la nourriture sur la table, les guépards, au cours d'une journée de routine dans l'immensité du Kalahari, sont occupés à protéger leur territoire contre les envahisseurs de leur propre espèce. S'il est vrai que les mâles forment parfois des coalitions pour établir de vastes territoires sous leur domination, la grande majorité des guépards du Kalahari vivent en solitaire et ne réagiront pas amicalement si un autre félin tente de s'emparer de ce qui leur appartient, bien que de telles querelles n'entraînent que rarement des blessures graves ou la mort. Le guépard fait partie de ces espèces qui brisent le silence des plaines infinies du Kalahari grâce à son large répertoire de sons. Ce félin possède en effet une vocalisation pour chaque situation. Par exemple, il émet un gazouillis semblable à celui d'un oiseau lorsqu'il est excité, ou tousse et grogne lorsqu'il est anxieux à l'idée de devoir combattre un prédateur. Bien sûr, les sons préférés du guépard sont les ronronnements et les hurlements qu'il émet avant de s'accoupler avec une femelle fertile. Pendant 3 jours, les félins ne perdront pas de temps et copuleront jusqu'à 5 fois par jour dans le but de donner naissance à de nouveaux petits dans le Kalahari, qui devront affronter tous les défis de la vie sauvage que leurs parents ont surmontés. Alors que les guépards profitent de la saison des amours dans la verdure du désert du Kalahari, une autre espèce s'amuse également, mais en mangeant de l'herbe nutritive, le gnou bleu. Avec une longueur pouvant atteindre 215 cm et un poids de plus de 150 kg,
Le gnou est la preuve que la faune du Kalahari se présente sous de multiples formes. Alors que le guépard préfère passer ses journées à errer dans les plaines en solitaire, le gnou est un animal grégaire, à l'aise en compagnie d'autres animaux. Les gnous forment souvent des groupes allant d'une douzaine à des centaines d'individus. Bien qu'avec leurs cornes impressionnantes et leur corpulence, ils ressemblent à des bovins, les gnous sont en fait des parents des antilopes. Contrairement à la plupart des espèces à cornes, les gnous femelles portent également des bois. Cependant, elles n'ont pas atteint l'égalité absolue avec les mâles, car alors que ces derniers atteignent jusqu'à 80 cm, les bois des femelles ne dépassent généralement pas 40 cm. En entendant parler d'une bête à cornes pesant jusqu'à 200 kg, habitant l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, on pourrait penser que le gnou est un animal agressif, en conflit permanent. En réalité, cet habitant des environs du Kalahari est plutôt pacifique. Quand on n'est pas très conflictuel, mais qu'on vit dans un endroit aussi sauvage que le désert du Kalahari, il faut agir si l'on ne veut pas devenir le dîner de quelqu'un. Le gnou étant la cible d'innombrables prédateurs, il est toujours gardé en groupe de plusieurs individus. Pour le gnou, l'union fait la force. Lorsque les gnous détectent qu'un membre du groupe est dans la ligne de mire d'un prédateur, ils ont tendance à se déplacer rapidement, en s'organisant en structure radiale et en plaçant les animaux les plus faibles au centre pour les protéger. L'arme préférée du gnou pour dissuader les prédateurs n'est autre que son effrayante paire de cornes acérées. En outre, lorsqu'un lion ou un guépard veut transformer un membre du groupe en repas, il peut utiliser ses grands sabots pour donner de puissants coups de pied. Le simple fait d'imaginer le coup de pied d'un gnou se dirigeant vers leur tête fait que les principaux prédateurs du Kalahari réfléchissent à 2 fois avant de s'attaquer aux redoutables mâles adultes, préférant s'en prendre aux malades et aux plus jeunes qui ne se sont pas encore synchronisés avec le groupe. Pour parfaire leur défense contre les prédateurs, les gnous s'entourent souvent de zèbres qui leur servent de sentinelles. Lorsqu'un prédateur tel que le vorace guépard s'approche d'un troupeau où se rassemblent gnous et zèbres, ces animaux rayés donnent souvent l'alerte et font fuir toutes les proies potentielles. Avec autant de cibles en mouvement et le risque d'être éperonné ou frappé, le groupe s'en sort souvent indemne et peut poursuivre sa paisible routine dans les plaines du Kalahari. Après avoir échappé à des prédateurs affamés, les gnous doivent bien se nourrir pour rester forts. Lorsqu'un endroit aussi hostile que le Kalahari leur offre de la nourriture, il vaut mieux en profiter au maximum, car on ne sait jamais combien de temps elle durera. Le régime alimentaire des gnous se compose principalement d'herbes et de feuilles d'arbustes et d'arbres. Lorsqu'ils se nourrissent, le fait de brouter avec des zèbres est également bénéfique, car les zèbres ont tendance à manger les herbes les moins nutritives, laissant les meilleures herbes disponibles pour les gnous. Ainsi, en plus d'être de bons observateurs, les zèbres jouent un rôle important de jardiniers pour les gnous. Lorsque le soleil inclément du Kalahari se couche enfin, les gnous ne peuvent pas commettre le péché de croire que leur journée dans les plaines sauvages est terminée. De nombreux prédateurs verraient dans un gnou à moitié endormi un succulent casse-croûte nocturne. Les gnous le savent bien et ont déjà pris des mesures. Les groupes désignent quelques gnous pour monter la garde sur le périmètre pendant que les autres se reposent. Si tout se passe bien, le troupeau sera au complet lorsque le Kalahari laissera poindre une nouvelle aube. Bien souvent, dans leur journée mouvementée sur les plaines du Kalahari, les zèbres ne sont pas les seuls compagnons des gnous. De haut, le vautour africain à dos blanc observe souvent ces groupes de près, les suivant même pendant des jours, attendant que l'un d'entre eux succombe aux conditions de vie difficiles ou qu'un prédateur fasse le sale boulot à sa place. Le vautour à dos blanc est un habitant imposant du ciel du Kalahari. Comme son nom l'indique, il se distingue par son dos blanchâtre qui se détache sur le plumage sombre.
Il peut peser jusqu'à 7 kg et avoir une envergure de 225 cm. Avec une taille aussi impressionnante, il est facile de penser que ce vautour est un chasseur inné et le fléau de centaines d'oiseaux et de mammifères. Pourtant, le vautour à dos blanc préfère faire le moins d'efforts possible pour se nourrir et profite du travail des autres avec un comportement de charognard à 100%. Comme les gnous sont confrontés à une myriade de menaces, même pendant les jours les plus calmes dans le Kalahari, pour le vautour à dos blanc, suivre ces antilopes est un repas assuré. Lorsque leur vœu est enfin exaucé et qu'une proie est passée dans le monde souterrain, des volées de vautours se posent à côté de la carcasse et, à l'aide de leurs becs acérés et de leurs serres utiles, les oiseaux commencent le festin. Les vautours aimeraient ne laisser que les os de leur proie, car les conditions du Kalahari exigent qu'ils tirent le meilleur parti de ces dons de la nature, mais leur bec n'est pas totalement adapté à la déchirure des tissus durs, et ils doivent donc se contenter de manger les parties molles, comme les abats, qui sont très nutritifs. Si les gnous constituent une source de nourriture relativement durable pour les vautours, lorsque les troupeaux sont sans victimes pendant des jours, les vautours n'ont aucun mal à trouver d'autres options dans les plaines pour satisfaire leur appétit. Les chèvres, les phacochères, les gazelles, les autruches et pratiquement tout ce qui périt et a de la viande dans le Kalahari font partie de cet élargissement de leur menu. Comme le gnou, le vautour à dos blanc est aussi un fidèle partisan de l'union fait la force. Quand on est un oiseau à l'appétit vorace au milieu d'un vaste semi-désert, avec des proies rares, il faut travailler en équipe si l'on ne veut pas souffrir. Les vautours sont considérés comme des oiseaux sociaux, qui s'entraident entre espèces pour repérer des proies potentielles. Lorsqu'un membre d'une volée repère une source de nourriture, il tourne autour de la proie pour envoyer un signal au reste des oiseaux affamés. Grâce à ce travail collectif, les vautours à dos blanc sont presque toujours les premiers charognards à atteindre les carcasses, ce qui leur garantit le meilleur repas. L'efficacité des vautours à dos blanc en tant que charognards professionnels leur a valu une réputation désagréable dans le Kalahari, car leur présence autour des troupeaux signale souvent l'approche de la mort. Pourtant, l'écosystème devrait être un peu plus reconnaissant envers ces vautours incompris. Volontairement ou non, en s'occupant rapidement des carcasses d'animaux, les vautours empêchent leur décomposition et la propagation de leurs bactéries dans l'environnement. Pour une bande de vautours à dos blanc affamés, une proie de 50 kg représente un repas qu'ils dévoreront en seulement 3 minutes environ. De même, leur rapidité à arriver sur les scènes de crimes des animaux et à en nettoyer la plus grande partie permet d'éviter les confrontations sanglantes entre les autres charognards. Lorsque les hyènes et les chacals viennent se joindre au festin, il ne reste généralement que les souvenirs de ce qui fut un fantastique festin, aucune proie ne représentant alors la pomme de discorde. Après un repas copieux, les vautours à dos blanc se détendent un peu en se perchant sur les branches d'arbres isolés du Kalahari. Et, comme s'ils se moquèrent du reste des animaux qui n'ont pas pu participer au festin, ils déploient leurs ailes et regardent le soleil. Alors que les vautours à dos blanc collaborent depuis le ciel pour s'assurer que le pain arrive jusqu'à la table, les petits mammifères font de même, mais cette fois-ci sous terre. Dans la savane aride du Kalahari, là où l'on pourrait penser que la faune n'a aucune chance de s'imposer, les suricates ont érigé un complexe de terriers des plus surprenants. Si l'on devait compter les animaux les plus féroces et les plus agressifs du désert du Kalahari, une chose est sûre, les suricates n'en feraient pas partie. Avec un poids moyen de 700 grammes et une taille ne dépassant pas 35 cm, la nature n'a pas donné aux suricates la possibilité d'être un chef de guerre violent dans les plaines. Elle a donc choisi de créer une organisation sociale très structurée dans laquelle chaque suricate a un rôle à jouer et ils parviennent à survivre dans leur petit coin de désert. Si l'évolution n'a pas été généreuse en privant le suricate d'une taille féroce et d'une morsure puissante, elle lui a donné un outil très utile dans un endroit comme le désert du Kalahari.
ses griffes acérées. Bien sûr, les dégâts qu'un petit suricate peut infliger avec des griffes ne dépassant pas 5 cm de long sont limités. Leur véritable utilité réside dans la construction. Si les vautours à dos blanc sont les nettoyeurs professionnels du Kalahari, les suricates en sont les entrepreneurs vedettes. Les griffes des suricates sont parfaites pour creuser dans le sable infini de la prairie et façonner une maison sûre pour tout le clan. N'ayant pas recours à la violence pour se protéger des innombrables prédateurs qui peuplent le Kalahari, les suricates ont créé un système de sécurité élaboré. Chaque jour, lorsque les suricates sortent de leur refuge, ils désignent une sentinelle qui doit trouver une colline élevée pour faire son travail. Il a la tâche très importante d'annoncer la présence de prédateurs au reste du clan. Avec un aboiement distinctif, le code rouge est activé, signalant à tous les membres du groupe de se mettre à l'abri. En particulier lorsque les faucons et les aigles prennent leur envol, l'envie de retourner au terrier est désespérée pour ne pas devenir un casse-croûte pour ces intrus. Mais nous sommes dans la région biodiversifiée du Kalahari, ce qui signifie que les dangers ne viennent pas seulement du ciel. De petits prédateurs, tels que les chacals, peuvent jeter leur dévolu sur ces mammifères sociaux. Parfois, lorsque la sentinelle ne parvient pas à alerter le clan de l'intrusion d'un prédateur, les choses deviennent incontrôlables et les situations désespérées appellent des mesures désespérées. Pour tenter de dissuader les prédateurs, les suricates adoptent une posture particulière, arquant le dos, baissant la tête et hérissant leur queue et leurs poils pour paraître plus grands. Si cette posture ne suscite aucune crainte lorsqu'elle est observée sur un seul spécimen, lorsqu'elle est adoptée par plusieurs suricates, elle incite parfois les prédateurs à faire demi-tour et à repartir par où ils sont venus. Après avoir écarté le risque de devenir le repas d'un autre, le suricate se concentre sur la tâche de se nourrir lui-même. Bien que les suricates semblent être des herbivores classiques, ces petites mangoustes sont en réalité des carnivores, ce qui est une sorte de plaisanterie de la nature. Les suricates se nourrissent principalement d'insectes qui représentent jusqu'à 80% de leur régime alimentaire. Les griffes qu'ils ont utilisées pour construire leur enviable appartement conviennent parfaitement à la recherche de nourriture dans la végétation. Chenilles, araignées et scorpions sont d'excellents casse-croûtes que l'on trouve non loin de leur terrier. Les jours où le Kalahari est plus généreux, ils peuvent même manger des oiseaux, des œufs, des petits mammifères et même des reptiles. L'adaptation est ce qui définit le mieux la survie des suricates au milieu d'un endroit aussi inhospitalier que le Kalahari. Vivant dans un endroit où le sable est encore plus abondant que l'eau, les suricates font l'envie de nombreuses espèces, car ils n'ont pas besoin de boire le précieux liquide pour survivre. Avec l'humidité contenue dans les insectes et les chenilles dont ils se nourrissent, les suricates ont largement de quoi s'hydrater, même sous une chaleur étouffante. Contrairement aux suricates, pour d'autres espèces, l'eau est synonyme de vie et il leur est impossible d'envisager d'exister dans les profondeurs du désert aride. Le phacochère en est un exemple, bien qu'il ne s'hydrate pas pour garder sa peau propre et douce. Avec sa grosse tête, son corps en forme de tonneau et son visage couvert de ce qui ressemble à des verrues, le phacochère n'est pas exactement l'espèce la plus belle du Kalahari. Mais cela ne l'empêche pas de survivre. Équivalent des griffes du suricate, la nature l'a doté de 2 paires de grandes défenses de part et d'autre de son museau. Le phacochère utilise ses armes puissantes au milieu de son visage pour creuser et se défendre lorsque des intrus arrivent sur sa parcelle des plaines du Kalahari. Ce que nous appelons communément les verrues faciales du phacochère sont en fait d'épais plis de peau qui servent à protéger le phacochère pendant le combat contre les espèces qui osent l'affronter. Les quelques zones humides saisonnières du Kalahari sont une bénédiction pour les phacochères car elles leur permettent de se rafraîchir après une longue et chaude journée de recherche de nourriture. Comme les porcs, les phacochères savent que la toilette est un élément important de leur apparence personnelle. Ils prennent donc souvent des bains de boue dans ces fosses convoitées, qui les protègent des parasites et des insectes. Cependant,
Ils représentent entre 50 et 100 kg de viande juteuse dans un endroit aussi sauvage que le désert du Kalahari, et traîner dans un bourbier n'est pas une idée très judicieuse si l'on veut survivre. Les phacochères sont la cible de nombreux grands prédateurs des plaines. Il faut donc toujours surveiller ses arrières. Dans le Kalahari, guépards, lions, hyènes et chacals sont toujours à l'affût du sanglier, qu'ils considèrent comme un succulent morceau de viande. Cependant, il n'est pas facile de croquer cet animal sauvage, car malgré son apparence peu athlétique, il peut courir jusqu'à 80 km/h. Alors que les autres habitants des zones humides du Kalahari utilisent leur vue pour détecter les prédateurs potentiels, le phacochère se sert de son odorat très développé, qui lui permet également de trouver de la nourriture. Mais les deux longues défenses de 20 cm de long que possèdent les phacochères ne sont pas seulement décoratives. Lorsque la situation l'exige et qu'un prédateur s'approche plus que de raison du sanglier, celui-ci n'hésite pas à tenter de l'éperonner, lui donnant une poussée qui le met hors de combat. Les femelles de l'espèce sont particulièrement susceptibles d'utiliser cette ressource lorsque leurs petits sont menacés par des félins affamés. Lorsque les phacochères ne sont pas en train de se rafraîchir dans une zone humide ou de courir pour sauver leur vie avec un grand prédateur dans le dos, ils prennent le temps de se détendre dans un terrier confortable, à l'abri du soleil, et de faire une pause dans la nature sauvage et animée du Kalahari. Bien que les phacochères soient d'excellents creuseurs, à l'égal des suricates, lorsqu'il s'agit de construire une maison, ils préfèrent que d'autres fassent le travail à leur place. Les phacochères ont l'habitude d'envahir les terriers abandonnés par d'autres espèces, de sorte qu'ils n'ont pas à dépenser d'énergie pour les travaux de construction. Bien entendu, lorsqu'ils pénètrent dans un terrier douillet, ils le font toujours en tournant le dos, afin d'être prêts à le quitter si la situation l'exige. L'estomac du phacochère est également prêt à manger à peu près tout ce que le Kalahari apporte sur la table. Cette espèce est à la hauteur de sa nature omnivore, se nourrissant d'herbes, de baies, de fruits, de champignons, d'œufs, de carcasses d'animaux et même de petits mammifères. En dehors de la période de reproduction, les sangliers peuvent vivre tranquillement en groupe où plusieurs adultes se réunissent pour se reposer et se protéger des prédateurs. Tout comme les suricates ont un hurlement spécifique pour avertir le reste du clan d'un danger, les sangliers vivant en groupe ont adopté un système similaire. Le signal de fuite est la vue d'un congénère qui court en dressant sa queue particulière terminée par une touffe de poils. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas y réfléchir à deux fois et s'enfuir rapidement. Tout comme l'écosystème du Kalahari abrite le phacochère, qui n'est pas très beau, d'autres espèces ont été plus favorisées sur le plan de l'apparence. C'est le cas d'un oiseau aux longues pattes, au cou élancé et au plumage peut-être le plus beau du monde, l'autruche majestueuse. Pesant jusqu'à 180 kg et mesurant jusqu'à 3 mètres de haut, l'autruche est le plus grand oiseau du monde. Parcourant la plaine du Kalahari, l'autruche est l'incarnation de la beauté animale dans cette région rude du monde. Mais tout n'est pas rose pour l'autruche. Car on ne peut pas naître avec un plumage enviable, une taille colossale et être le maître du ciel. L'autruche fait partie de ces oiseaux particuliers, incapables de voler, que la nature nous offre. La raison principale est que ses ailes sont très petites par rapport à sa grande envergure. Ce qui l'empêche de s'envoler et d'observer l'immensité du Kalahari d'en haut. Le rêve de voler ayant été abandonné, l'autruche a pour consolation non négligeable de courir à très grande vitesse dans la plaine. Ses petites ailes sont le moteur idéal pour la propulsion, tandis que ses pattes puissantes lui donnent une foulée de sprinter, lui permettant de courir jusqu'à 70 km/h. Bien que la possibilité de déployer ses ailes et de quitter le sol soit un excellent moyen d'échapper aux nombreux prédateurs du Kalahari, l'autruche, même si elle ne peut pas voler, a une carte à jouer lorsqu'un rêveur pense qu'elle peut dévorer le plus grand oiseau du monde.
Lorsque des lions, des guépards, des chiens sauvages ou des hyènes tentent de s'approprier l'autruche, cet imposant oiseau n'hésite pas à attaquer en utilisant ses longues pattes. Avec une force pouvant atteindre 150 kg par centimètre carré, un de ses coups de pied peut même tuer un lion. Au cas où elle ne parviendrait pas à porter ce coup mortel, les autruches disposent également de griffes mortelles pouvant atteindre 10 cm sur l'un de leurs orteils. Elles peuvent ainsi se défendre contre les attaques des innombrables prédateurs du Kalahari. Mais si les conditions sont très défavorables et ne se prêtent pas à un combat, avec une plaine presque infinie disponible pour courir, un sprint de 30 minutes à grande vitesse laisse même l'animal le plus rapide du monde loin derrière. En échappant à de féroces prédateurs, l'autruche réfléchit à sa vie et se dit « Pourquoi ne pas avoir une descendance ?» Lorsque la saison des amours commence, les mâles matures, âgés de plus de 3 ans, recherchent les jeunes femelles fertiles, qui sont généralement plus jeunes. Le taux élevé de testostérone des mâles fait rougir leur cou et leur bec, et ils deviennent très territoriaux. Aucun mâle ne veut qu'un étranger vienne s'en prendre à ses femelles. Après une parade nuptiale élaborée au cours de laquelle le mâle se recroqueville sur ses pattes et bat des ailes d'un côté à l'autre, tandis que sa tête et son cou se balancent, la femelle se montre réceptive en battant des ailes et en baissant la tête. Après une danse qui peut durer jusqu'à 10 minutes, l'accouplement commence, le mâle montant la femelle. Bien qu'ayant effectué leur danse nuptiale, cela ne signifie rien pour l'autruche mâle, car la fidélité n'est pas un mot qu'il connaît. Au cours d'une seule saison de reproduction, un mâle peut monter jusqu'à 5 femelles. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'il a décidé de s'accoupler avec d'autres autruches que sa première compagne ne tient pas une place importante dans son cœur, car ce sera la femelle principale qui aura l'honneur de pondre ses premiers œufs dans le nid construit dans la plaine, une dépression peu élaborée dans la terre. En tant que plus grand oiseau du monde, il est facile d'imaginer que ces œufs ne sont pas particulièrement petits. En fait, ils sont aussi les plus volumineux de la nature, pesant jusqu'à 2 kg, soit l'équivalent d'environ 24 œufs de poule. Les femelles secondaires ne peuvent pondre leurs œufs dans le même nid que si la femelle principale est d'accord. Les autruches mâles aiment garder leurs infidélités sous le coude. Lorsque les femelles secondaires ont fini de pondre, le nid contient généralement entre 30 et 40 œufs. Le mâle et la femelle principale doivent alors couver les œufs pendant environ 40 jours. À la fin de cette période, et si les parents ont été responsables de leur travail, des dizaines de poussins sortiront des œufs gigantesques et auront besoin des soins de leur père et, pour certains, de leur belle-mère. Ces poussins auront beaucoup à apprendre pour devenir des adultes indépendants. Dans le Kalahari, il y a d'innombrables prédateurs qui font de chaque jour une lutte pour la survie. Mais le plus sauvage d'entre eux est sans aucun doute le roi de la jungle. Ou dans ce cas, le roi du désert, le lion. Habitué à vivre dans la savane, même l'hostile Kalahari ne peut briser l'esprit sauvage de cet imposant félin. Pesant jusqu'à 190 kg, le lion est le deuxième plus grand félin de la planète, derrière le tigre. L'épaisse crinière de ce monarque sauvage nous rappelle que nous sommes en présence de rien de moins que la royauté du désert. Dans le cas particulier des lions du Kalahari, la coloration noirâtre de leur crinière est un signe de bonne santé et d'un taux de testostérone élevé. Mais être le roi du Kalahari ne s'accompagne souvent d'aucun avantage. La survie des lions dans ce coin aride de l'Afrique s'accompagne également de défis quotidiens importants. Et pour y faire face, rien de tel qu'une troupe qui travaille en équipe. Bien que le visage visible de la troupe soit presque toujours celui d'un imposant mâle alpha, dont la crinière balayée par le vent fixe l'horizon, la vérité est que les lions sont organisés en société matriarcale. Dans cette société, les femelles sont issues de générations de la même lignée, tandis que les mâles sont facilement remplaçables par d'autres.
Les tâches sont très bien réparties entre les membres de la troupe. Le mâle doit assurer la sécurité de tous en se protégeant des incursions des lions envahisseurs. Les femelles ont pour tâche de mettre de la nourriture sur la table et de s'occuper des futurs rois du Kalahari, désormais tendres. Le fait de vivre au sein d'un groupe de prédateurs mortels permet aux lions de se reposer paisiblement, même dans un endroit aussi sauvage que le Kalahari. Ils se reposent jusqu'à 20 heures par jour. C'est au cours du long coucher de soleil du Kalahari, lorsque le soleil commence à s'éteindre pour laisser place à un ciel étoilé, que les lions sont les plus actifs. Lorsqu'un troupeau affamé décide de partir à la chasse, la meilleure chose à faire pour le reste des espèces du Kalahari est de courir, car elles ne pourront pas se cacher. Pratiquement tout ce qui bouge dans les plaines peut devenir une proie. Qu'il s'agisse de phacochères, de zèbres, de gnous ou même de girafes élancées. Moins rapides que les guépards, les lionnes doivent s'approcher encore plus près de leur proie. En général, une trentaine de mètres de leur cible suffit pour monter une embuscade efficace. Les lionnes sont de véritables maréchaux des logis lorsqu'il s'agit d'élaborer une stratégie de chasse efficace. Souvent, le plan consiste à encercler les troupeaux et à choisir le membre le plus faible pour l'attaquer sur plusieurs flancs. Avec jusqu'à 4 ou 5 lionnes émergeant du milieu des prairies, les efforts de la proie pour survivre sont vains et elle finit par mourir asphyxiée, étranglée par un félin de plus de 100 kilos. Dans le cas des petites proies, il n'est même pas nécessaire de faire preuve d'autant de planification et d'effort au sein du troupeau, car il suffit souvent d'un coup de patte pour déstocker la proie. Mais lorsqu'un troupeau entier doit être nourri, les adultes dévorant jusqu'à 7 kg de viande par jour, les proies plus substantielles, telles que les gnous, sont bien sûr la cible principale. Lorsque la chasse est fructueuse, le troupeau respecte la hiérarchie, le mâle alpha passant en premier. Après lui, ce sera le tour des femelles qui ont fait le plus gros du travail, et enfin des petits qui devront se contenter des restes. Cependant, ce qui est un agréable dîner pour la fierté peut être interrompu par une sorte de rictus désespéré qui fait perdre la raison au roi du désert. Les hyènes ont senti l'odeur exquise de la viande fraîche et veulent arracher aux lions une partie de leur festin. Dans une lutte interespèce qui dure aussi longtemps que la faune elle-même, les combats entre ces charognards et les majestueux félins garantissent que le Kalahari ne sera jamais en paix. Si la vie des grands prédateurs comme les lions et les guépards est difficile, les espèces qui sont constamment dans leur ligne de mire le sont tout autant. À chaque seconde qui passe, ce qui n'était qu'un pâturage peut se transformer en un félin sauvage dont les griffes s'attaquent à votre cou. Malgré tout le stress que cela peut représenter, les gazelles bondissantes parviennent à survivre dans cette région sauvage exigeante, où la nature a fait d'elles la cible de nombreux prédateurs. Mais la gazelle bondissante est bien plus qu'une simple proie. Ce magnifique mammifère de taille moyenne incarne la volonté de survivre dans une seule espèce animale. Doté d'un pelage brun et blanc et d'une paire de cornes imposantes pouvant atteindre 35 cm de long, présente chez les deux sexes, le springbok laisse la plainte pour plus tard et parcourt la savane du Kalahari en groupe pouvant aller jusqu'à 100 personnes. Le régime alimentaire de la gazelle sauteuse se compose principalement d'herbes et de plantes succulentes que l'on trouve dans la verdure du Kalahari. Elle peut également brouter lorsque de bons arbustes sont disponibles. Si trouver un point d'eau au milieu de la savane sèche relève du miracle pour la plupart des habitants du Kalahari, ces gazelles à cornes n'ont aucun mal à rester longtemps sans boire d'eau, car leur régime alimentaire leur procure l'hydratation dont elles ont besoin pour vivre. Dans certains cas, des individus passent toute leur vie sans connaître ce qui, pour eux, n'est pas un liquide vital. En
guise de récompense pour avoir fait partie du régime alimentaire de deux des plus grands prédateurs de la planète, la gazelle bondissante a été dotée d'incroyables capacités physiques pour l'aider à s'échapper. Comme leur nom l'indique, ces gazelles sont capables de faire des bonds de 4 mètres et de soulever leurs 4 pattes du sol. En plus de l'éloigner de son chasseur, les gazelles utilisent cette méthode de dissuasion pour montrer à quel point elles sont agiles et pourquoi il n'est pas judicieux de s'en prendre à elles. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les gazelles bondissantes finissent souvent par échapper au prédateur le plus rapide de la planète. Et ces gazelles ne sont pas en reste en matière de vitesse, puisqu'elles sont capables d'atteindre jusqu'à 88 km/h en courant dans la savane. En plus de s'abriter grâce à leur physique, les Springboks planifient chacun de leurs mouvements dans leur vie quotidienne dans la savane du Kalahari. Ce n'est pas un hasard s'ils ne se déplacent que dans des endroits où la végétation est très clairsemée. Les gazelles savent que les prairies d'altitude sont des cachettes idéales pour les lions et les guépards. La finesse des sens des gazelles bondissantes leur permet également de ne pas tomber dans la gueule d'un félin indomptable. Au moindre bruit suspect, les gazelles lèvent la tête et pointent directement l'endroit où un prédateur vorace pourrait se cacher. La chaleur accablante du Kalahari est un autre ennemi auquel les gazelles bondissantes doivent faire face. Pour cela, elles dosent leurs heures d'activité maximale en fonction du temps qu'il fait. S'il fait très chaud, elles préfèrent se reposer sous un arbre feuillu, profitant de l'ombre, et ne sortent qu'à l'aube et au crépuscule pour chercher de la nourriture. Lorsque la saison des amours arrive, les gazelles mâles deviennent des dames et des messieurs, s'accouplant avec autant de femelles que possible. Bien entendu, la combinaison de femelles fertiles émettant des phéromones et de mâles bourrés d'hormones est la recette parfaite pour le chaos. Les combats entre mâles sont garantis et ils utilisent leurs longues cornes pour montrer qui est le chef. Pour délimiter leur domaine dans le Kalahari, les Springboks mâles, en plus d'uriner, une technique bien connue dans le règne animal, accumulent des tas de fesses pour signaler qu'ils entrent dans leur propriété. Ces signes de danger particuliers réussissent souvent à éloigner la concurrence pour la reproduction. Tout comme les gazelles bondissantes prouvent qu'il est possible de franchir le cap d'échapper à des animaux aussi féroces que le roi du désert, il existe dans le Kalahari une autre espèce qui, contre toute attente, défie les lions de front et vit pour raconter l'histoire. Il est aujourd'hui considéré comme l'animal le plus courageux au monde, le blaireau domestique. Le blaireau domestique prouve qu'il n'est pas nécessaire de peser plus de 100 kg et d'avoir une présence imposante pour être une espèce féroce et dominante dans le Kalahari. Mesurant à peine 85 cm et pesant en moyenne 14 kg pour les mâles, le blaireau domestique fonde sa survie sur le travail acharné et bien sûr la bravoure. C'est peut-être en raison de sa petite taille et de son apparence plutôt discrète, avec une fourrure grise à noir recouvrant tout son corps, que les prédateurs tels que les lions et les guépards pensent qu'ils peuvent s'en prendre au blaireau sans conséquence. Après tout, qu'y a-t-il de mal à s'attaquer à une proie presque 10 fois plus petite que soi ? Mais ce qui manque au blaireau domestique en termes de taille, il le compense en termes d'attitude et de férocité. À de nombreuses reprises, ce mammifère a affronté seul des troupeaux de lions et a évité de devenir un repas facile. La clé de la survie du blaireau en combat rapproché avec le roi du Kalahari se trouve juste sous sa fourrure et c'est une peau épaisse. Les lions sont habitués à ce que, face à une petite proie, un simple coup de pied suffise à résoudre le problème. Mais l'armure naturelle du blaireau, associée à sa grande mobilité, ne lui facilite pas la tâche. En général, après un certain temps de poursuite, les lions se rendent compte que l'idée de chasser un animal agile doté de grandes griffes, qui peuvent causer de graves blessures susceptibles de s'infecter, n'est pas bonne. Tout cela, ainsi que le fait que sa chasse implique une proie ne dépassant pas 14 kg, fait du blaireau domestique une cible peu rentable pour les prédateurs. Pour comprendre l'exploit de la victoire du blaireau sur les rois du désert, il faut savoir que la taille de ce mammifère est inférieure à la longueur des cornes de l'imposant oryx du Cap.
Ces antilopes font partie des habitants des plaines du Kalahari qui doivent faire face aux conditions de vie hostiles de ce coin du monde peu accueillant. L'apparence de l'oryx est l'une des plus captivantes des espèces sauvages du Kalahari, avec un pelage dans les tons de brun et de gris clair, et des pattes et une face noires et blanches. Mais la caractéristique la plus frappante de l'oryx est bien sûr ses cornes spectaculaires. D'une longueur moyenne de 85 cm et d'une forme parfaitement droite. La routine de l'oryx dans le Kalahari sauvage consiste à parcourir les plaines en groupe pouvant compter jusqu'à 40 membres, à la recherche d'herbes, de buissons épineux, de racines et de tubercules. Bien que leurs besoins en eau soient limités, 3 litres par 100 kg de poids corporel par jour, si les oryx trouvent des melons tsama ou des concombres en plein désert, ils n'hésiteront pas à les manger pour compléter leur hydratation. Pouvant peser jusqu'à 250 kg et présentant un caractère plus passif que l'agressif blaireau, l'oryx est souvent la cible des grands prédateurs. Cependant, il ne faut pas se laisser tromper par son tempérament généralement doux. Lorsqu'il est menacé, l'oryx n'hésite pas à utiliser ses longues cornes, potentiellement dangereuses, pour se défendre. En secouant la tête d'un côté à l'autre, il transforme ses cornes en épées acérées capables de blesser grièvement ses poursuivants. Et, le moment venu, lorsqu'une voie de fuite est disponible, il fait honneur à son statut d'antilope et utilise sa vitesse pour disparaître de la savane. Après cette montée d'adrénaline, les oryx retournent à leur routine, disons, tranquilles dans le Kalahari, en cherchant de la nourriture. Ces Kalahos ont ceci d'intéressant que, lorsque les sources de nourriture se raréfient en surface, ils n'ont aucun mal à creuser jusqu'à 1 mètre dans le sable profond. S'ils ont de la chance, certaines racines et tubercules constituent un trésor en période de famine. Mais les animaux terrestres ne sont pas les seuls à fouiller le sol des plaines, essayant de trouver de quoi satisfaire leur faim pendant les jours les plus rudes du Kalahari. Certains oiseaux, comme le monumental gros-bec méridional, choisissent également de quitter le confort des arbres et d'examiner attentivement la végétation pour tenter de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Pratiquement tout ce que le piquier du Sud trouve sur le sol du Kalahari est une bonne alternative en ces temps d'austérité. Des scorpions aux chenilles et aux sauterelles, en passant par les termites. Lorsque l'on aperçoit le gros-bec méridional, qu'il se promène dans les plaines ou qu'il vole entre les branches, il est impossible de détacher les yeux de son imposant bec. Il mesure jusqu'à 1/6 de la longueur de son corps, qui est généralement d'environ 9 cm. La coloration jaune, avec une courbure vers le bas, contraste parfaitement avec son plumage gris rayé et tacheté. Le bec du gros-bec méridional est un outil tout en un pour cet oiseau. Au moment de se nourrir, il tient sa nourriture entre les 2 extrémités de son bec et la fait tomber dans sa gorge. Une série d'arêtes tranchantes internes sur le bec aide également à broyer la nourriture afin qu'elle soit plus facile à digérer. Cependant, le fait d'avoir un bec aussi proéminent n'est pas seulement bénéfique pour le gros-bec méridional. Bien qu'il soit très utile pour la collecte et le broyage de la nourriture, il interfère avec la vision de l'oiseau et peut parfois devenir un obstacle à sa survie. Le gros-bec méridional ne se contente pas de chercher lui-même sa nourriture, il a un moyen assez unique de s'assurer 1 ou 2 insectes supplémentaires, et ce sans trop d'efforts. Il suffit de se rendre dans le quartier où se trouvent les terriers des mangoustes naines et de faire preuve de patience pour que ces petits mammifères laissent sur un plateau d'argent un coléoptère ou un scorpion savoureux en cadeau au pic à bec bigarré. Bien sûr, comme rien n'est gratuit dans cette vie, le pic à bec bigarré devra payer pour ce cadeau des mangoustes naines en servant de sentinelle. Le travail est simple et consiste à avertir de l'approche de prédateurs, afin que les mangoustes puissent aller chercher de la nourriture sans avoir à se préoccuper de la sécurité. C'est un véritable gagnant-gagnant au milieu de la faune compétitive du Kalahari.
Après un voyage de recherche de nourriture réussi, ou une bonne affaire avec des mangoustes naines, le gros bec méridional retournera à la sécurité relative des hauteurs du Kalahari. Cet oiseau se caractérise par un vol puissant, alternant le vol plané et les battements d'ailes puissants. Après une démonstration de vol, le bec croisé des sapins se repose généralement la nuit sur une branche élevée dans les arbres de la plaine. Loin de la plupart des prédateurs féroces du désert, il s'y repose paisiblement, jusqu'à ce que le soleil décide de réchauffer à nouveau le sable. Dès que les premiers rayons illuminent les plaines, le bec croisé des sapins est l'un des premiers à se réveiller et, par ses sifflements, ses grognements et ses caquettements, il annonce à ses voisins du Kalahari le début d'une nouvelle journée bien remplie dans la nature. Ce jour-là, le tauco piquigualdo est de nouveau à la recherche de nourriture. Mais cette fois, ce n'est pas pour lui. La particularité de cette espèce est que, lors de la parade nuptiale, le mâle apporte de la nourriture à la femelle pendant environ 1 mois. Pendant cette période, les deux oiseaux entreprennent de construire la maison familiale à l'aide de feuilles, d'écorces et d'autres matières végétales. En général, la femelle passe toute la période d'incubation, littéralement enfermée avec les œufs, tandis que le mâle doit assumer le rôle de pourvoyeur, en sortant chaque jour pour chercher de la nourriture pour la mère et, le moment venu, pour ses jeunes poussins. Il ne fait aucun doute que la décision d'élever une famille dans un endroit aussi inhospitalier que le Kalahari est difficile à prendre. Mais le pic à bec gris du sud fera de son mieux pour donner à ses oisillons une bonne vie, au moins jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se débrouiller seuls. En même temps que le gnou à bec bigarré du sud utilise les rares arbres des plaines comme abri pour sa nouvelle famille, non loin de là, une autre espèce les utilise comme source de nourriture. Il pèse plus de 10 tonnes et fait passer le gnou géant pour un petit mammifère. Il s'agit du plus grand animal terrestre du monde, l'éléphant de savane d'Afrique. L'éléphant d'Afrique est une créature imposante qui nous rappelle que le Kalahari n'a pas de limite de taille pour ses habitants. Avec des défenses intimidantes pouvant atteindre 50 kg chez les mâles et une trompe très fonctionnelle, seuls quelques endroits sur notre planète ont la majesté d'accueillir cette espèce, et le Kalahari est l'un d'entre eux. Mais le fait d'être 30 fois plus grand qu'un lion ne garantit pas une vie tranquille de mangeurs de feuilles dans les plaines. Les éléphants sont confrontés à des défis peut-être encore plus grands que des espèces comme les petits suricates. Bien sûr, même si leur souci quotidien n'inclut pas le fait d'être happé par un aigle martial et emporté dans les airs pour être dévoré, la vie dans le Kalahari comporte des défis particuliers pour ces géants. Tout d'abord, quand on est un éléphant pesant plus de 6500 kg, on a un énorme estomac à nourrir. Et même la végétation abondante des journées relativement pluvieuses du Kalahari ne peut répondre à cette demande. Un éléphant adulte de la savane africaine doit manger environ 200 kg de nourriture par jour. Entre la recherche de feuilles, d'herbes, de racines, d'écorces d'arbres et de fruits, les éléphants passent jusqu'à 18 heures de leur journée à parcourir les plaines, à fouiller les arbres et à renifler les sous-bois à la recherche d'un encas à ajouter à leur menu sans fin. Au total, un éléphant du Kalahari peut parcourir jusqu'à 10 000 km chaque année au cours de sa migration forcée pour satisfaire son appétit. Mais comme marcher pendant de longues heures sous le soleil impitoyable du Kalahari n'est pas particulièrement rafraîchissant, les éléphants ont également la tâche difficile de maintenir leur corps gigantesque hydraté. Dans une plaine frappée par la sécheresse, ce problème peut s'avérer encore plus délicat à résoudre que de trouver des arbres feuillus à dévorer. La plupart des éléphants de la savane africaine résolvent cette situation, au moins temporairement, avec l'inondation de la rivière Okavango, qui concentre habituellement la plupart des éléphants du Kalahari et d'autres espèces dans un spectacle sans précédent. Lorsque, après de longues journées de marche, les éléphants trouvent un affluent d'eau rafraîchissante, leur trompe s'y dirige directement et bien qu'ils semblent boire, ils ne font qu'aspirer l'eau pour la porter ensuite à leur bouche. La trompe d'un éléphant adulte peut contenir jusqu'à 3 litres d'eau. Après s'être désaltérée,
et avec un dos qui a bravement résisté au soleil incandescent du Kalahari, une bonne idée est de faire trempette. Et pourquoi pas d'en profiter pour appliquer une épaisse couche de crème solaire à base de boue. Profitez de l'eau tant qu'elle est là. Bien que dans les quelques zones humides créées par les pluies, la plupart des espèces animales doivent toujours être à l'affût des prédateurs. La taille de l'éléphant d'Afrique lui permet de se détendre un peu et de profiter de l'instant présent à sa guise. Même les rois de la jungle sont, la plupart du temps, effrayés par le défi que représente la chasse d'un animal de cette taille. Cependant, lorsque les proies se font rares dans le Kalahari et que l'appétit du lion prend le dessus, certaines hardes se consacrent à la chasse du plus grand animal terrestre du monde, provoquant un choc de titans dans les plaines. D'un autre côté, même la famine la plus incertaine ne fait pas perdre aux lions leur jugement, car ils ont tendance à ne s'attaquer qu'aux membres malades de la troupe et aux plus jeunes. Ces derniers constituent une proie plus facile et une bonne source de nourriture, puisqu'ils peuvent peser jusqu'à 120 kg quelques jours après leur naissance. Mais s'en prendre à un éléphanteau n'est pas une bonne idée. Même si les lions réussissent leur chasse, la mère ne sera pas très heureuse qu'on lui ait enlevé son éléphanteau de 22 mois. En revanche, pour une troupe de lions, le projet de défier un éléphant sain et fort peut se solder par des défenses de 2 mètres de long, blessant gravement de nombreux membres, ce qui semble être une juste récompense pour avoir été poussé par l'avidité de vouloir des proies de dimensions aussi colossales. En revanche, lorsque les éléphants se sentent menacés et qu'ils considèrent la fuite comme leur meilleure option, c'est la débandade qui est à l'ordre du jour. Il est impressionnant et en même temps effrayant de voir des dizaines de géants courir, terrorisés, écrasant tout sur leur passage. Ici, la plaine vacille et semble même trop petite pour les contenir. Malheureusement, les bousculades n'ont souvent pas pour origine la faune très active du Kalahari, mais le plus grand prédateur d'éléphants sur Terre, l'homme. Essentiellement motivé par la valeur de l'ivoire contenue dans leur défense proéminente, le braconnage affecte les populations d'éléphants du Kalahari depuis des décennies. Leur taille colossale en a également fait une cible pour les populations voisines à la recherche d'une source presque infinie de viande. Cette situation a réduit la présence du géant du Kalahari dans de nombreuses régions, réduisant ainsi ses effectifs. Mais la présence de braconniers avides n'est pas la seule menace qui pèse sur les éléphants d'Afrique du Kalahari. Pour une espèce qui dépend fortement de l'eau, les sécheresses qui ont frappé les plaines ces dernières années constituent un problème majeur. Alors que le Kalahari lui-même est un endroit où les précipitations sont une rare bénédiction du ciel, le changement climatique a rendu les pluies de plus en plus sporadiques. Par conséquent, les zones humides saisonnières qui servaient autrefois à étancher la soif des éléphants d'Afrique en route vers l'Okavango se font de plus en plus rares et souvent les membres les plus faibles du troupeau ne peuvent pas supporter le voyage incessant. Comme les éléphants d'Afrique, de nombreuses autres espèces sont affectées par la hausse des températures dans le Kalahari. Le tauco à bec bigarré du Sud est l'une d'entre elles, qui a trouvé le Kalahari de plus en plus difficile pour se reproduire. Lorsque les températures moyennes d'accouplement dépassent 35,7 degrés Celsius, les tentatives de reproduction échouent souvent, laissant l'oiseau dans l'incapacité d'amener des parents dans le désert. Au rythme actuel, d'ici 2027, les plaines deviendront complètement stériles pour cette espèce, et son bec jaune courbé, très apprécié, commencera à disparaître. Le changement climatique et l'influence des activités humaines dans le Kalahari n'ont pas fait de distinction selon la place des espèces dans la chaîne alimentaire. Tant les grands prédateurs que les herbivores ont été touchés de la même manière par la transformation de l'écosystème. Comme par exemple, des espèces telles que les gnous et les zèbres ont moins accès à l'eau, leurs troupeaux sont inévitablement réduits. Les carnivores affamés tels que les guépards, les lions, les chacals, les blaireaux ou les vautours ont donc moins de proies et doivent se battre de plus en plus souvent pour le peu qu'il reste dans le désert.
Comme les défenses du titanesque éléphant d'Afrique, le roi du Kalahari est aussi la cible des braconniers pour la commercialisation de ses os, griffes, peaux et même de sa viande. De plus, avec la perte de leur habitat, les lions sont souvent contraints de se déplacer vers d'autres régions du Kalahari, où les rencontres avec l'homme sont plus fréquentes et où il n'est pas rare que le félin soit chassé par les locaux. Il en va de même pour les guépards, qui sont également menacés par le commerce illégal, où des centaines de petits sont séparés de leur mère pour être vendus comme animaux de compagnie dans le reste du monde. Mais les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises pour les habitants sauvages du Kalahari. Les efforts de sensibilisation à la préservation de cet écosystème ont parfois porté leurs fruits et contribué à la création de plusieurs réserves naturelles. L'une d'entre elles, considérée comme la deuxième plus grande réserve naturelle au monde, la Central Kalahari Game Reserve, d'une superficie de plus de 52 800 km², couvre jusqu'à 10% de l'ensemble du territoire du Botswana. Le parc transfrontalier de Galagadi et la réserve de chasse de Kutse sont d'autres sanctuaires animaliers établis dans le Kalahari. Dans ces endroits, la chasse est contrôlée et diverses mesures sont prises pour la conservation des espèces animales et végétales. La vérité est que, bien que fortement menacées au quotidien, les espèces sauvages du Kalahari démontrent leur détermination à survivre et à s'adapter à leurs conditions difficiles. Avec des changements réels pour aider à stopper les impacts du réchauffement climatique sur ce riche écosystème et d'autres pratiques humaines telles que le braconnage, il est certain que la faune du Kalahari survivra et continuera à dominer ce lieu mystique de plaines sans fin et de dunes de sable sans fin. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez en voir plus sur la faune turbulente de notre planète, n'oubliez pas que vous pouvez l'aimer et vous abonner à notre chaîne. De plus, pour aider à préserver l'écosystème du Kalahari, vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis, afin qu'ils connaissent les histoires du règne animal dans ce coin d'Afrique australe. Merci de vous être joints à nous pour ce voyage à travers le Kalahari. À la prochaine fois.